En 2016, le prix Nobel de physique a été attribué à 3 théoriciens. David Thouless, Duncan Haldane et Michael Kosterlitz. Ce prix récompensait leurs travaux sur les phases topologiques de la matière. Alors bon, dit comme ça, c'est assez obscur. Et c'est dommage. On est donc allé chercher 2 physiciens spécialistes du domaine et on leur a demandé de tout nous expliquer. C'est pas simple, C'est remarquablement contre-intuitif. si je résume tout, comme ça, en un mot. Moi, je pense que si on résume, il y a deux parties. Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin ou... On peut partir par le résultat, et puis après essayer d'aller en donner un sens. Et puis en creusant, On creuse jusqu'à arriver à en avoir à la fin une compréhension et une image simple. c'est un immense domaine des mathématiques, la topologie, auquel je suis finalement peu familier, parce que je suis pas mathématicien. C'est vraiment un physicien qui parle, je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Donc c'est un domaine des mathématiques qui consiste à aller regarder les propriétés de différents objets qui sont indépendantes de leur déformation. Vraiment, on regarde un objet dans notre espace à nous et on va se dire, est-ce que je peux aller déformer tel objet dans tel autre objet? Prenons par exemple une tasse. Si on la déformait progressivement sans la casser, on arriverait à la transformer, par exemple, en un donut. Mais d'un point de vue topologique, ces 2 objets, la tasse et le donut, sont absolument identiques, parce qu'ils ont tous les deux un trou. Ce trou, c'est ce qu'on appelle un invariant topologique. C'est une propriété de l'objet qui ne change jamais, quelle que soit la manière dont on le déforme. La topologie classe ainsi les objets par famille, selon leur nombre d'invariants. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un objet peut avoir 1, 2 ou 3 trous. Mais il n'aura jamais un trou et demi, par exemple. Parce que c'est pas possible. On aura toujours un nombre entier d'invariants. Et ces invariants, ça peut être des trous, mais ça peut aussi être autre chose. Par exemple, des nœuds sur une corde. Ou encore des notions plus abstraites, comme l'ensemble des parcours possibles pour traverser tous les ponts d'une ville en une seule fois. Alors, c'est un outil qui, pour les physiciens du solide, est extrêmement abstrait. Et c'était pas clair que ça puisse être utile en physique. Tellement peu clair, d'ailleurs, que quand les physiciens y ont été confrontés dans certains métaux quantiques, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Il a fallu un certain temps. L'histoire commence en 1980 à Grenoble. On est en février, dans le laboratoire des champs magnétiques intenses. C'est là que travaille Klaus von Klitzing. C'est un physicien allemand qui étudie le comportement des électrons dans la matière. Un électron, c'est à la fois une particule et une onde. Von Klitzing étudie ces électrons dans un échantillon de métal à 2 dimensions, donc formé d'une seule couche d'électrons. Il réalise une expérience où il branche d'abord une pile sur son métal, ce qui va faire circuler les électrons. Et si on les regarde un par un, on va voir que chaque électron se déplace tout droit, dans le sens du courant électrique. Von Klitzing ajoute ensuite un autre élément. Il va placer l'échantillon dans un très fort champ magnétique, dont il va augmenter l'intensité petit à petit. Et ça va avoir pour effet de dévier les électrons. C'est un effet qui est en fait connu depuis longtemps en physique, qui s'appelle l'effet Hall. On observe d'habitude cet effet à travers une résistance électrique, qui va varier en fonction du champ magnétique. Plus le champ est grand, plus la résistance est importante. Mais ici, avec un échantillon à 2 dimensions, à très basse température, et surtout dans des champs magnétiques gigantesques. Soudain, sur son graphe, au lieu d'observer une droite, il voit apparaître des plateaux. Et quand il mesure la hauteur de ces plateaux, quelle que soit la forme de son échantillon, il trouve toujours les mêmes valeurs universelles. Des fractions entières de h sur e au carré. Et ce qui a été mis tout de suite en avant par von Klitzing, c'était le fait que ces plateaux sont reliés à une certaine combinaison des constantes fondamentales, de la charge électronique, de la constante de Planck. Et donc, on avait une mesure d'un rapport de ces constantes. D'une telle précision qu'elle est utilisée comme un standard dans la redéfinition des unités de la physique.
C'est une découverte tellement importante qu'elle vaudra à von Klitzing d'obtenir un prix Nobel 5 ans plus tard. Et pourtant, von Klitzing n'avait pas compris d'où venaient ces plateaux et ces valeurs universelles. Le comportement des électrons dans son échantillon était resté un mystère. Il faudra attendre 2 ans pour qu'un physicien trouve la solution. Et ce physicien, c'est David Thouless. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de Thouless à ce moment-là, s'il s'est dit c'est propre, ça ne dépend pas de défauts, c'est robuste, et ça a fait tilt. Je ne sais pas. Thouless a une nouvelle approche. Il va étudier les résultats de l'expérience de von Klitzing, mais cette fois en se plaçant dans un autre espace, l'espace réciproque. L'espace réciproque, c'est une construction mathématique où, au lieu de représenter la position de chaque électron, on va plutôt représenter sa vitesse. La vitesse d'une onde, ça va être un vecteur. C'est une petite flèche qui a une origine et puis qui a une certaine longueur et une direction. Pour une raison assez abstraite, l'ensemble des valeurs possibles que peuvent prendre les électrons, c'est l'ensemble des valeurs possibles de la vitesse à la surface d'une sphère. Et cette sphère va rappeler à Thouless un théorème de topologie, le théorème de la boule chevelue. Pour faire simple, ce théorème démontre que si on recouvre une boule de cheveux, il est mathématiquement impossible de tous les peigner dans le même sens sans obtenir des épis. Quelle que soit la manière dont on la peigne, une boule chevelue aura toujours au moins 2 épis. C'est une propriété invariante de la boule. Thouless va faire le rapprochement avec sa sphère. Et à force de calcul, il réalise que les vecteurs qui représentent ces électrons forment eux aussi des sortes d'épis. Et le nombre de ces épis varie selon l'intensité du champ magnétique. Thouless repart en sens inverse. Maintenant qu'il a compris l'existence de ces épis, il peut calculer leur effet dans l'échantillon. Et ce qu'il calcule correspond à des ondes d'électrons qui circulent sur les bords de l'échantillon. Voilà d'où viennent les plateaux de von Klitzing. Selon l'intensité du champ magnétique, apparaissent des épis. Chaque épi correspond à une onde, et chaque onde correspond à un plateau. Plateau numéro 1, plateau numéro 2, plateau numéro 3, et ainsi de suite, toujours par nombre entier. Et elles sont absolument imperturbables, robustes, insensibles aux défauts ou aux perturbations. Comme le trou dans la tasse, comme les nœuds dans la corde. Ce sont des invariants topologiques. Ils auraient juste pu dire voilà ce qu'on calcule, voilà ce qui sort. En effet, on trouve des entiers. Mais eux, en plus de faire le calcul, ils ont donné du sens à l'expression de ce qu'ils calculaient. C'est devenu un nombre topologique. Et c'est ainsi qu'on a découvert que la topologie pouvait être un outil précieux pour comprendre les électrons dans les métaux à 2 dimensions, à très basse température, dans des champs magnétiques intenses. C'est sûr que ça reste extrêmement spécifique. On pourrait légitimement se demander si tout cela était vraiment très important. Mais en fait, à partir de cette toute petite expérience, va naître un véritable champ de recherche. Dans les années qui suivent, plusieurs physiciens vont montrer qu'en fait, il existe d'autres matériaux qui présentent les mêmes effets topologiques, mais sans champ magnétique, et même à 3 dimensions. On découvre ainsi toute une nouvelle classe de matériaux, les isolants topologiques, qui sont conducteurs en surface, mais isolants à l'intérieur. Ça, c'était vraiment l'ouverture de la boîte de Pandore. Tout s'est emballé, et puis on a commencé à classifier et se rendre compte qu'à n'importe quelle dimension, dans plein de sortes d'isolants différents, on pouvait avoir ces phases topologiques. À partir de là, d'autres physiciens vont s'emparer de cet outil et l'appliquer à leur propre domaine. On va réaliser qu'on peut obliger d'autres ondes que les électrons à circuler au bord de matériaux topologiques. Par exemple, des ondes sonores ou des ondes lumineuses. Que ce soit des ondes électroniques, photoniques, acoustiques, c'est la même chose. La propriété topologique est la même, le modèle à la fin est le même.
Et petit à petit, on en vient comme ça avec des ondes dans les fluides en général, des fluides atmosphériques, océaniques, parce que c'est la même chose. À l'équateur, autour de l'équateur, il y a beaucoup d'ondes, et parmi toutes ces ondes, il y en a deux, c'est ce qui a attiré notre attention, il y en a deux, et seulement deux. Ce sont des vagues en fait sous-marines, qui font une centaine de mètres de haut, et des centaines, voire des milliers de kilomètres de long, et qui ne peuvent propager leur énergie que vers l'est. C'est quelque chose de robuste, qui ne va pas dépendre de est-ce que j'ai un atoll, une montagne, une faille océanique. Et ça, c'est vraiment une signature, une caractéristique topologique. Et là, on s'est vraiment éloigné d'un petit échantillon à très basse température. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions de réponse en physique qui peuvent être topologiques? Est-ce que les propriétés topologiques peuvent se manifester autrement ou dans d'autres systèmes? J'ai l'impression qu'on n'a pas fini de tirer le fil de la bobine. La première fois où j'ai entendu parler de topologie, je m'en souviens très bien, c'était pendant mes études en fait. Sur un travail qu'on faisait à l'époque quand j'étais en thèse, mon directeur de thèse avait dit quand même ce détail-là, il faudrait le comprendre. Et j'ai pas encore tout compris. Il peut y avoir à la fin des idées simples, elles sont pas en apparence simples, mais à la fin elles sont simples, élégantes, universelles, et puis terriblement esthétiques. À la fin, on a quelque chose de beau quand même. Mais ça compte.